L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Je ne savais pas, mon cher Raymond, que vous vouliez travailler à Radio Classique et Public Sénat comme ça en marque, en mangeant les publicités ô combien nécessaires. Dieu que ce vocable est moche. Bonjour Gilles. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que vous avez l'impression donc ce matin que Jean-Louis Borloo va enfin aller jusqu'au bout? Je ne parle pas de quelque chose car sa carrière est brillante, mais jusqu'au bout de ses ambitions présidentielles. Puisque la naissance de l'UDI, c'est pas pour se présenter au présidentiel, on sait encore... Soyons francs, parce que vous avez déjà commencé avant que ça commence. Alors. Je pense que chaque étape, voilà, il faut pas passer d'une étape à l'autre comme ça. L'élection présidentielle, je suis payé pour le savoir, c'est autre chose que ça. L'élection présidentielle, c'est pas une question partisane, c'est une question de relation avec l'opinion. Regardez ce qui s'est passé avec les socialistes, c'est quand même assez frappant. La petite ministre déléguée à l'enseignement écrase tous les éléphants en 2007. Parce que tout d'un coup, elle trouve son lien avec l'opinion, sa relation avec l'opinion. Hollande est dégagé comme un malpropre en 2008 au Congrès de Reims par le Parti Socialiste. Toutes vos tribunes sont ce type sans charisme, avec ses plaisanteries de garçon de café, etc. Enfin, souvenez-vous des propos condescendants. Mais Borloo. Et Hollande trouve le moyen de rentrer dans une relation avec les Français. Non, mais c'est une alliance avec l'UMP dont on parle ce matin, à terme. Et donc pour Borloo, un soutien à celui qui sera le candidat de l'UMP, ou c'est Borloo en avant, l'UDF, Giscard, le retour. Vous savez, la démocratie française... Non, mais je cherche pas, je veux simplement... Que vous avez commencé avant, nous on va vous aider. La démocratie française est une démocratie qui a évolué par un phénomène qu'on n'a pas pris en compte, qui est l'inversion du calendrier et le quinquennat sec. Il n'y a plus de demande de pluralisme après l'élection présidentielle. L'élection législative n'existe plus. Et il y a un deuxième phénomène qui vient se surajouter à cela, qui est la généralisation des primaires. Et donc la question qui se posera pour nous, c'est est-ce que nous considérons que le contrat de coalition, nous le présentons avant, et nous participons aux primaires de la droite et du centre, ou est-ce que nous considérons que le premier tour de l'élection présidentielle, c'est notre primaire? Vous aurez observé quand même une chose. Attendez, j'en sais, mais laissez-lui le temps de s'installer. On pourrait dire tout ça pour ça. Mais pas tout ça pour ça. Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil, Muette qui traverse... Non mais attendez. Vous êtes drôle, vous. Non, on sort d'une élection. Je voudrais savoir si cette affaire est crédible ou si elle va n'aboutir à rien. Elle est crédible sur la construction d'un mouvement politique. Nous verrons bien, étape après étape, comment les choses se font. Il y a d'abord, je vous le rappelle, des élections municipales, des élections européennes, des élections régionales. Et il y a Gilles Leclerc. Alors, à partir de maintenant, donc, ce qui s'est passé hier, c'est important pour vous. On vous a quand même vu beaucoup hier. C'est une première étape. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe derrière? On construit un projet, on met en avant des idées. Et c'est quoi les idées de l'UDI? Par exemple, si François Fillon gagne l'UMP, il y aura des très grosses différences? D'une part, on construit progressivement un projet politique. Un projet politique dans lequel on essaie de sortir des sentiers battus. Moi, je veux... Mais par exemple, la marque UDI sur le plan des idées, une seule idée, par exemple. Eh bien, moi, je veux que nous soyons le parti de la liberté. On crève de règles. On crève de l'incessante modification des textes, des lois, de l'insécurité juridique permanente. Je ne parle même pas de l'insécurité fiscale. On crève du fait qu'on vous interdit tout aujourd'hui. Et on crève du fait de confondre économie de marché et drame social. L'économie de marché, on en a besoin plus que de tout pour créer de la richesse. Parce que s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de liberté d'entreprendre, s'il n'y a pas de liberté pour créer de la richesse, il n'y aura pas de solidarité. Mais un des facteurs, un des facteurs de crise, ça n'a pas été l'absence un peu de régulation, par exemple sur la finance ou les banques? Mais vous confondez deux choses. C'est pas parce qu'il a manqué de la régulation sur la finance et les banques que pour autant nous n'avons pas besoin de grands espaces de liberté pour la création de richesses. Est-ce qu'on va enfin oser dire une chose simple? C'est que la rigidité du droit du travail est un frein à la création d'emplois. Et que si on veut favoriser l'emploi en France, il faut donner aux PME et aux entreprises de ce pays la capacité, en effet, de pouvoir licencier plus facilement, ou tout du moins dans un cadre juridique plus sécurisé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors l'enterrement du rapport Gallois, c'est prudent ou c'est un crime? Ah, moi j'ai dit clairement la semaine dernière, lors de la loi de finances, que l'ensemble des mesures décidées par les socialistes est un crime contre l'économie française. C'est un crime contre l'économie française. Vous vous rendez compte? 64%
sur les dividendes, 64% sur les plus-values, même s'ils ont changé les choses. Tranche marginale à 49%. Vous êtes un jeune. Prends simplement 3 mesures. Vous êtes un jeune. Vous sortez d'une école de commerce, d'une école d'ingénieur. Vous êtes, vous, totalement dans le village planétaire. Vous avez fait la moitié de vos études à l'étranger, dans des stages. Vous êtes trilingue aujourd'hui. Est-ce que, si vous avez de l'ambition, est-ce que ce pays-là vous donne envie de créer votre entreprise en France? Mais c'est pas leur électorat. Mais non, mais attendez, il n'y a pas de leur électorat. Je veux dire, un pays, je ne suis pas en train de les défendre. Je me mets à leur place et à les répondre. Depuis le début, c'est justice sociale, justice sociale. Oui, mais, je veux dire, l'égalitarisme, ça mène à la mort. Ce dont on a besoin, c'est de construire l'égalité sur un principe simple. L'égalité, c'est vous et moi, quelle que soit votre origine, vous allez être en situation, en fonction de votre mérite, d'être en capacité de réussir. Et la première des égalités, c'est l'égalité devant l'école. Et la deuxième des égalités, c'est l'égalité devant la santé pour la personne. Et voilà, ça, ce sont des vrais sujets d'égalité. Parce que vous n'avez pas totalement répondu, parce qu'on dit aussi qu'il est intéressé par la mairie de Paris. Donc c'est vrai qu'on est obligé, quand vous avez un personnage qui prend la tête d'un parti politique, qui a pris du temps pour essayer de le réorganiser, réexhumer l'UDF, c'est normal que le matin, avec vous, qui êtes un de ses lieutenants, on s'interroge sur ses ambitions réelles. Est-ce qu'il veut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il veut être maire de Paris? Qu'est-ce qu'il veut? Écoutez, vous l'inviterez demain matin, puis vous lui poserez la question. Non, attendez, c'est vous que j'ai invité. Je pense que dans la construction de notre formation politique, nous avons une première étape, ce sont les élections municipales. Donc il sera candidat. Et je pense qu'il faut que nous puissions être en mesure de dire aux Français, le centre est de retour. Et le centre est de retour, il faut des élections, il faut des villes que nous gagnons, nous, parce que nous représentons une sensibilité politique. Donc il sera candidat à Paris. Et je pense qu'à Paris, ça lui appartiendra, et je pense qu'à Paris, le seul capable de gagner face aux socialistes, il s'appelle Borloo pour l'instant. Vous voyez quand vous voulez. Je veux construire ma réponse, s'il vous plaît. Dans cette configuration-là, à quoi sert encore le nouveau centre? Ça va disparaître ou... Mais je pense que vous faites une erreur de réflexion en considérant que les centristes sont construits sur l'idée qu'il y a un chef et que tout décline comme ça. La famille centriste a toujours été une famille qui a su vivre de ses complémentarités. Moi, je veux porter l'idée de liberté dans cette famille. Non. Je veux porter l'idée de responsabilité. Je veux dire que l'humanisme, c'est pas l'assistanat. Bon. Les radicaux portent en eux une certaine idée de la République. Et puis il y a la famille démocrate chrétienne qui est là. Et puis il y a des hommes et des femmes qui sont issus d'ailleurs. Oui, par exemple, on a un socle Valéry Giscard d'Estaing avait réussi à réunifier Valéry tout ça. Giscard d'Estaing, écoutez, L'UDF avait quand même gommé un peu toutes les chapelles. Vous rigolez. Elles existaient, mais enfin quand même. Elles existaient, mais elles avaient un socle commun qui faisait que lorsqu'il s'agissait d'aller ensemble unis face aux Français, on était en capacité de pouvoir défendre un certain nombre d'idées communes, notamment sur la construction européenne, etc., ou sur l'idée de la démocratie française. Bon. Eh bien, nous, on doit construire la même chose. Notre menace, Gilles Leclerc, c'est pas les chapelles ou les différentes sensibilités libérales, démocrates, chrétiennes de l'UDI. Notre menace, elle est dans notre incapacité à effacer nos égos et, comment dire, et à ne pas jouer loyalement cette carte-là. Moi, je vais la jouer loyalement. Mais ne me demandez pas non plus de mettre des coups de couteau dans le nouveau centre demain matin, de foutre la barque par terre, pas question. Pour revenir au fond quand même, vous aviez été très sévère, même dans un livre, à l'égard de Nicolas Sarkozy. Ce matin, vous êtes extrêmement sévère sur les mesures Hollande, alors que tout était quand même plutôt annoncé dans le programme Hollande et dans le projet socialiste. Et c'est-à-dire que vous regrettez aujourd'hui Nicolas Sarkozy, au fond. Vous êtes en train de... Est-ce que vous avez dit un peu ce matin, si Nicolas Sarkozy avait été élu, on n'en serait pas là? Ah, je dis que nous n'aurions pas eu cette folie-là, oui, ça c'est sûr. Mais observez quand même, c'est même fascinant en matière économique. Ils ont été 10 ans dans l'opposition. Normalement, on a eu une session extraordinaire au mois de juillet où on n'a traité aucun sujet important. Puis arrive l'automne, on nous annonce un choc de compétitivité, on demande à Louis Gallois, que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai sauvé la 400M, bon, de faire un rapport. On se dit, ce rapport, on en parlait juste avant la prise de micro, ça va être le moyen pour Hollande de forcer la main de la partie gauche de sa majorité.
et on dit à Louis Gallois, mais ça, il ne faut pas en parler, ça, c'est pas le sujet, et on reporte à quelques mois. Vous vous rendez compte? 10 ans dans l'opposition pour ça, pour ne pas être capable de présenter 3 mesures. Une partie du rapport Attali a été enterrée parce que 3 chauffeurs de taxi poussaient des hurlements. Oui, mais c'est pas parce que sur l'ouverture d'un certain nombre de marchés, 3000. l'ouverture d'un certain nombre de marchés, on n'est pas allé jusqu'au bout, que pour autant, nous Vous n'avons n'avez rien pas fait. répondu à Gilles sur le président de la République passé, justement. Parce que c'est une question qui va se poser avec Jean-Louis Borloo dans l'avenir. Imaginons que Nicolas Sarkozy veuille revenir. Écoutez, ils vont se retrouver face à face. Écoutez, il y a 4 ans et demi, il va se passer beaucoup de choses. Ce que je sais, c'est que j'ai regretté c'est ça qui nous fait perdre d'ailleurs cette élection présidentielle. J'ai regretté son comportement au pouvoir dans la première partie. Il a beaucoup changé dans la deuxième. On s'est expliqué sur tout ça. Et je pense qu'on a perdu là-dessus. On a quand même été... Moi, après, j'ai fait campagne à fond pour lui dès lors que je n'ai pas été candidat. Je continue à penser qu'on a pris du retard sur un certain nombre de mesures et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si on n'arrive pas à les mettre en œuvre, c'est parce que les socialistes ont été obligés de se présenter contre ces mesures. Prenons l'exemple de la TVA sociale. Si les centristes avaient été assez forts pour l'imposer à la majorité, puisque nous défendions ça depuis 2007, nous n'aurions pas attendu décembre 2011 pour que Nicolas Sarkozy l'annonce. Et comme on l'annonçait à la veille de la présidentielle, bien entendu, les socialistes étaient obligés d'être contre. Donc on a eu un certain nombre de contretemps, comme sur la règle d'or. La règle d'or, nous l'avons défendue, Nicolas Sarkozy n'en voulait pas, pour finalement l'accepter. On a pris un peu de retard sur un certain nombre de sujets, et on a pris du retard notamment parce qu'il n'y avait pas des centristes assez puissants pour pouvoir le dire. Il y a une personnalité dont nous n'avons pas encore parlé depuis le début de notre entretien, c'est François Bayrou. Vous l'avez au téléphone, vous voyez. On se parle souvent. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui dites? Bonne retraite. Écoutez, je lui dis, c'est assez simple. C'est avec un point d'interrogation ironique. Je pense, François Bayrou est toujours sur l'idée que François Hollande, enfin je ne vais pas parler à sa place, mais ça se voit bien dans tous ses commentaires, il est très peu critique sur la politique gouvernementale, et donc très clairement, François Bayrou continue à penser que François Hollande va avoir besoin de changer sa majorité un jour ou l'autre, et qu'il l'ouvrira au centre Bayrou. Moi, je ne vois pas pourquoi les socialistes, qui sont un parti hégémonique, feraient ce genre de choses. Donc vous lui tendez la main quand même pour lui dire ou pas? Je lui dis, c'est simple, ta place est avec nous, dès lors que tu sais où tu te situes, où tu habites. Nous, on est dans un contrat de coalition clair, comme les Verts ou le Front de Gauche sont dans un contrat de coalition clair avec les socialistes. Nous, on a un contrat de coalition avec l'UMP. Si tu nous dis ça, ta place est avec nous, François. Dernier point qui est important, sur la tonalité, le vocabulaire. Tout à l'heure, vous disiez que c'est un crime contre l'économie. Karl Lagerfeld a démenti avoir dit qu'il ne l'avait pas dit, mais il avait traité François Hollande d'imbécile. Une partie du patronat, avec l'histoire des pigeons, est quand même assez radicalisée. Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous avez quand même une expérience des mandatures, que là, pardonnez-moi de vous demander d'être court, il se passe quelque chose qui est quand même plus violent dans le rapport de force que ça n'a été jusqu'à présent? Oui, parce qu'on est dans un pays d'exaspération. C'est pour ça que les centristes, s'ils sont sur un discours mou, prêchi-prêcha, s'excusant d'exister, ça ne marchera pas. On doit être capable de dire des choses extrêmement fortes, parce que les Français sont dans une période où ils se recroquevillent sur eux-mêmes tant ils sont inquiets sur leur avenir. Et donc ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des choses tranchées. Et ils ont le sentiment que François Hollande est en train de mener une politique qui est celle d'un radical de la 4e République. Merci Hervé Morin d'être venu en direct ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Et nous nous retrouvons évidemment demain avec